Alors déjà, je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter ce travail de thèse qui porte donc sur le suivi de la grossesse et de l'accouchement de femmes en situation de précarité. Et les données sont issues d'une cohorte observationnelle et rétrospective. Alors, en introduction, je voudrais juste rappeler que le plan de périnatalité émis en 2005-2007 avait donné plusieurs recommandations, notamment la recommandation d'apporter un soutien renforcé aux femmes et aux couples en situation de précarité. Alors, malgré ces recommandations, il persiste des inégalités en France, et on peut citer qu'il y avait 2 fois moins de naissances prématurées chez les femmes cadres que chez les ouvrières en 2010. Plusieurs études ont été menées pour évaluer l'impact des situations de précarité sur le suivi de la grossesse, notamment à Clermont-Ferrand en 2007 et puis à Toulouse en 2001, avec une étude qui retrouvait plus d'accouchements prématurés et plus d'anémie chez les femmes en situation de précarité et qui posait la question d'un impact des dispositifs d'aide financière comme la CMU-C ou l'aide médicale d'État sur la prise en charge de ces femmes. Alors pour rappel, la couverture maladie universelle complémentaire, CMU-C, elle permet donc la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé. Elle est attribuée sous condition de résidence stable et régulière en France et également sous condition de ressources. Pour mémoire, le plafond annuel pour bénéficier de cette aide est actuellement de 8 653 € pour une personne seule et de 12 980 € pour un couple. Alors l'hypothèse de notre étude était la suivante. La vulnérabilité socio-économique appréciée par l'appartenance à la CMU-C était associée à un suivi de grossesse de moins bonne qualité et à davantage de complications périnatales. Donc notre objectif principal, évaluer si le suivi de la grossesse des femmes affiliées à la CMU-C était conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et des objectifs secondaires, déterminer les complications médicales rencontrées par les femmes affiliées à la CMU-C au cours de la grossesse et de l'accouchement, et puis comparer le parcours de soins des femmes relevant de la CMU-C à celles qui n'en bénéficient pas. Pour cela, nous avons réalisé une étude épidémiologique, descriptive et rétrospective. Les données sont issues de la base EGB pour échantillon généraliste de bénéficiaires. Donc c'est un échantillon qui est représentatif de la population protégée par l'assurance maladie et qui couvre actuellement environ 660 000 bénéficiaires. Les données au sein de cette base sont anonymes. Elles couvrent le régime général, la mutualité sociale agricole, le régime social des indépendants. Et c'est un échantillon qui est dit vivant, c'est-à-dire qu'il va s'enrichir tous les trimestres avec les nouvelles entrées, donc les nouvelles affiliations, les naissances, et qu'il prend en compte aussi les sorties, les décès, les changements d'affiliation. On y trouve des caractéristiques socio-démographiques et puis des données médicales qui sont celles du SNIRAM, avec notamment les médicaments remboursés, les actes de biologie, et puis les données du PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information, avec les diagnostics qui ont été posés lors des séjours hospitaliers. Nous avons donc étudié la population des femmes enceintes avec une grossesse se terminant par un accouchement spontané ou médical en 2012 et en 2013. L'appartenance au groupe CMU-C était définie par la présence d'au moins un acte ou un médicament pris en charge au titre de la CMU-C pendant la grossesse. Étaient exclues de notre étude les femmes pour lesquelles le terme de la grossesse n'était pas renseigné ou les grossesses se terminant par un avortement. Donc nous avons inclus 2606 femmes qui bénéficiaient de la CMU-C, environ 18% de notre échantillon, et 12 043 femmes qui n'en bénéficiaient pas. Concernant les caractéristiques de la population, les femmes qui bénéficient de la CMU-C étaient plus jeunes, elles avaient eu plus d'hospitalisations et plus de consultations dans l'année qui précédait la grossesse. Elles étaient davantage exposées à des toxiques, tabac, alcool, drogue, elles avaient plus de diabète, plus d'obésité, plus d'infections par le VIH ou d'infections par les hépatites chroniques. Par ailleurs, elles avaient aussi plus de difficultés économiques et psychosociales. Ce sont des difficultés qui regroupent des problèmes liés à l'éducation, à l'alphabétisation, mais aussi avec les rapports avec le conjoint ou le partenaire. Nous n'avions pas de différence significative concernant l'hypertension artérielle préexistante à la grossesse, les troubles de la coagulation ou les facteurs de risque gynécologiques et obstétriques. Alors, les principaux indicateurs du suivi de la grossesse que nous avons recherchés, tout d'abord pour les consultations, il n'y avait pas de différence significative entre nos deux groupes sur le nombre global de consultations effectuées. En revanche, les femmes qui bénéficient de la CMU-C avaient eu moins recours à un gynécologue et davantage recours à un médecin généraliste que les autres. Concernant la réalisation des échographies, une nouvelle fois, pas de différence significative sur le nombre global d'échographies réalisées au cours de la grossesse, mais les femmes qui relèvent de la CMU-C avaient eu moins d'échographies au premier trimestre de la grossesse et davantage d'échographies au deuxième trimestre de la grossesse. Pour le dépistage de la trisomie 21,
les femmes en situation de précarité avaient eu moins recours à ce dépistage, et en plus ce dépistage était plus tardif, avec moins de dépistage au premier trimestre de la grossesse et davantage de dépistage au deuxième trimestre de la grossesse. Pour la délivrance d'acide folique, les femmes qui relèvent de la CMUC avaient eu moins de délivrance d'acide folique, que ce soit avant la conception ou dans les 3 mois qui suivaient la conception. Ensuite, nous avons recherché les principaux examens de biologie recommandés au cours de la grossesse. Tout d'abord, ces examens de biologie au premier trimestre. Donc, les femmes qui relèvent de la CMUC avaient moins souvent réalisé ces examens recommandés au premier trimestre de la grossesse, concernant les RAI, la NFS, les sérologies toxoplasmose, rubéole, syphilis, VIH et les hépatites B et C que nous avions choisi d'inclure également. Si on regarde ces mêmes examens, mais cette fois sur l'ensemble de la grossesse, les femmes qui relèvent de la CMUC avaient moins souvent réalisé la recherche de RAI, NFS, syphilis, VIH, les hépatites et les analyses d'urine. Nous n'avions pas de différence significative concernant la recherche de toxoplasmose, et les femmes qui relèvent de la CMUC avaient eu davantage de sérologie rubéole et de recherche de groupe sanguin. Alors nous nous sommes aussi intéressés à la réalisation des examens avant le début de la grossesse. Et en ce qui concerne une sérologie toxoplasmose au rubéole, les femmes qui relèvent de la CMUC y avaient eu moins souvent recours avant le début de leur grossesse. Concernant les complications que nous avons identifiées, les femmes qui relèvent de la CMUC avaient eu plus d'hospitalisations au cours de leur grossesse, plus de menaces d'accouchement prématuré, davantage d'anémie, davantage d'infections urinaires, et elles avaient plus de troubles mentaux en lien avec la grossesse. La durée du séjour en maternité était très légèrement supérieure chez les femmes en situation de précarité. Elles ont eu plus d'accouchements prématurés, moins d'anesthésie par péridurale, et elles ont eu plus de soins maternels en lien avec une croissance insuffisante de leur fœtus ou pour des anomalies ou d'autres lésions fœtales. Donc, nos résultats montrent un suivi de la grossesse qui débute plus tardivement chez les femmes qui relèvent de la CMUC, avec moins de supplémentation en acide folique, moins de dépistage de la trisomie 21. Elles ont aussi davantage de complications périnatales, telles que l'anémie ou la prématurité. Alors, nos résultats souffrent d'un manque d'exhaustivité, puisque nous n'avons pas pu identifier l'ensemble des consultations ni l'ensemble des échographies réalisées au cours de la grossesse. En revanche, ce manque d'exhaustivité existe dans nos 2 groupes et nous permet donc néanmoins d'effectuer une bonne comparaison. Par rapport aux données de la littérature, la prise en charge tardive de la grossesse est en accord avec les données de l'adresse émises en 2013, qui retrouvait plus de déclarations de grossesse tardive chez les femmes qui relèvent de la CMUC. Et les principales complications, comme la prématurité ou l'anémie, ont également été mises en évidence dans d'autres études. Dans notre étude, les femmes qui relèvent de la CMUC avaient moins souvent réalisé les sérologies toxoplasmose et rubéole avant le début de la grossesse. Alors, ça pourrait laisser penser à une moindre anticipation de la grossesse chez ces femmes, mais il ne faut pas oublier les problématiques familiales, les problématiques financières ou de logement, qui souvent sont prioritaires chez ces femmes avant la médicalisation de leur grossesse. L'étude menée à Toulouse en 2001 avait pointé du doigt l'importance des coûts de déplacement et des situations de rupture familiale dans les soins apportés à ces femmes. Donc, les forces de notre étude reposent sur l'utilisation de la base EGB, qui nous donne accès à des données qui sont nationales, avec un échantillon qui est représentatif de la population générale. C'est un outil qui est jugé adapté à l'analyse des consommations de soins sur une longue période et qui nous a permis d'effectuer un recueil de données sur 2 ans avec près de 15 000 femmes inclus. Les limites, elles sont aussi liées à cette base de données avec un manque d'exhaustivité, puisqu'au niveau des consultations, nous n'avons pas pu identifier les consultations effectuées auprès des sages-femmes ou des médecins anesthésistes, et les consultations auprès des gynécologues sont probablement un peu sous-estimées. Pour les échographies, certains actes effectués à l'hôpital n'étaient pas non plus relevés, comme certains examens de biologie effectués à l'hôpital également. En ce qui concerne le codage des diagnostics au sein du PMSI, là aussi, il faut faire attention, notamment concernant des diagnostics associés qui sont relativement mal renseignés. Ceci explique que dans notre étude, l'obésité était évaluée à 1,53% chez les femmes qui relèvent de la CMUC, alors qu'on sait qu'elle était de près de 10% dans l'enquête périnatale de 2010. Enfin, on peut questionner le lien entre la CMU complémentaire et la vulnérabilité socio-économique, puisqu'on sait que la CMU complémentaire est une définition administrative de la précarité. Malgré tout, on retrouve une assez bonne corrélation avec d'autres scores de précarité, comme le score EPIS par exemple, puisque les femmes qui relèvent de la CMUC avaient en 2013 un score EPIS plus élevé que les autres à 44,18 contre 26,37. En conclusion, notre étude retrouve un début de suivi de la grossesse qui est plus tardif, avec davantage de complications en situation de précarité,
Plusieurs facteurs limitent le recours aux soins, notamment les situations de rupture familiale, les difficultés de déplacement. L'enjeu est évidemment celui d'un repérage précoce des situations de précarité dans lequel le médecin généraliste a toute sa place, avec pour but de favoriser l'entrée dans les soins et de limiter les complications de la grossesse. Voilà, je vous remercie de votre attention.